Bonjour à tous, je m'appelle Tom Théo Le Rudulier, je suis en charge du développement commercial d'une société qui s'appelle GoBio, société qui conçoit, qui développe et qui commercialise des solutions d'assistance à l'opérateur, donc autrement dit des exosquelettes et des bras manipulateurs. Voilà. Bonjour, Blaise Simba, ingénieur logisticien du CHU de Nantes. Donc je suis en charge des process logistiques et donc sur cette problématique-là, on est en phase avec tout ce qui a été développé par monsieur. Bonjour à tous, donc Kamel Fella, je suis un des cofondateurs de la start-up nantaise qui s'appelle SpeechMe. Donc nous, on commercialise et on accompagne les entreprises dans tout ce qui est transfert de savoir et savoir-faire en entreprise. On a un logiciel qui permet à tout à chacun de pouvoir créer ses propres tutoriels. Donc on peut parler du management aux gestes techniques et gestes métiers pour pouvoir apporter une montée en compétences pour tous dans l'entreprise. Donc Nathalie Lamé, je suis DRH du groupe IDEA, qui est un prestataire en logistique industrielle. On est très implanté sur la région nantaise, mais on s'est développé aussi un peu partout en France. Et aujourd'hui, on est à peu près 1100 collaborateurs. Conservez le micro, Madame Lamé. Donc vous venez de le dire, vous êtes DRH. Que vous inspire la conférence que vous venez d'entendre de Pascal Guettot? Est-ce que les questions qu'il se pose, vous les posez aussi? À savoir, quand vous installez de l'automatisation chez IDEA, on a évoqué les petits robots, vous en avez. Comment vous réalisez cette intégration de la machine au service de l'homme? Effectivement, je rejoignais certaines questions qui étaient posées. Aujourd'hui, les endroits où on a introduit soit beaucoup plus de digitalisation ou de robotisation, on a la particularité depuis très longtemps d'être extrêmement collaboratif. Donc à chaque fois qu'on a introduit ce genre de démarche, et vous l'avez dit, le dernier point, c'est aussi l'encadrement qui s'est posé la question de quel sens y donner à sa démarche, et à chaque fois, on a associé nos collaborateurs. En fait, on a un mode de fonctionnement qui et souvent on passe par des proof of concept, les fameux POC. Et ces POC, on ne les fait pas que en encadrant qui ne connaissons pas bien le terrain, ni avec que des opérationnels qui, justement, on pourrait louper les autres caractéristiques de leur métier. Donc c'est vrai que pour nous, toute cette démarche pour que l'homme conserve sa place essentielle et se déplace même sur une autre valeur ajoutée, puisque nous, c'était notre attente, c'est une démarche de changement et à chaque fois de préciser le sens. Les premières fois qu'on a pu évoquer cette nécessité de robotiser, il a fallu rapidement donner, mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est de la suppression d'emplois? Le premier réflexe, c'était ça. Et en fait, on a donné, peut-être via des fiches de poste, via des missions, on est passé sur l'animation de la valeur ajoutée. Comment est-ce que justement nos autres collaborateurs, parce qu'ils vont avoir plus de temps, vont réfléchir de manière continue sur comment j'améliore mes process, et surtout aussi un autre point qu'on ne prenait pas forcément suffisamment en attention, c'était la transmission des compétences. C'est-à-dire que chacun évoluait à son rythme. Et puis, comme l'entreprise était encore plutôt jeune, on ne se posait pas la question de dire, mais au fait, mon savoir-faire, comment je vais le transmettre? Et donc, ce temps aussi dégagé par la robotisation ou la digitalisation, en fait, on l'a mis aussi à profit de cette expérience de transfert de savoir-faire. Mais alors, ça suppose aussi, j'imagine, en amont, beaucoup de dialogue, de concertation, y compris avec, j'imagine, les partenaires sociaux pour que le projet soit compris, accepté, donner une vision aussi, et sans doute au personnel pour qu'il sache pourquoi on le fait et qu'il ait bien en main tous les objectifs. Les tenants et les aboutissants, oui. Parce que, et effectivement, et la démarche, elle est même partie plus haut, elle est impulsée en fait de la direction, puisque nous-mêmes, en tant que membres du comité de direction, on a été impactés par ce genre de démarche, parce que, vous l'avez dit, le rôle aussi du manager n'est plus le même. Ce n'est plus non plus l'expert,
expert et il n'a pas à se considérer comme tel, mais il a plutôt vocation à faire réagir et à animer les potentiels de ses collaborateurs. Donc ça a commencé aussi par des challenges d'action sur à la fois amener nos collaborateurs justement à se projeter, à améliorer eux-mêmes leur travail. Et à partir de ce moment où nous-mêmes on était convaincus, où on a travaillé de manière beaucoup plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'RH on travaille aussi bien avec les ingénieurs, avec le développement commercial que avec nos opérateurs sur le terrain. À partir de ce moment-là, en fait, comme c'est un message commun, depuis 2 ans, on a réaménagé aussi nos locaux, donc ça s'est accompagné de signes extérieurs traduisant cette volonté effectivement d'aller vers un sens commun différent. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux, jusqu'à présent, n'ont pas posé de problème. Du moment qu'on montre, qu'on prouve aux gens qu'on les considère aussi, je pense que c'est important. Alors... Oui, et puis juste l'entreprise étant aussi en phase de croissance, on a la chance de pouvoir aussi accompagner ce mouvement-là sans trop de difficultés économiques. Donc il n'y a pas de suppression d'emplois, donc aussi ça donne un gage d'avancée et de progrès qu'on n'aurait peut-être pas eu forcément si on était dans une autre logique. Ça peut même montrer que justement ça rend peut-être l'entreprise plus performante, ça lui permet peut-être aussi d'accélérer sa croissance et de se développer. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez parlé de partage du savoir, justement c'est le métier de SpeechMe en quelque sorte. J'allais réagir en lui disant qu'on avait une solution voilà. Qui est précisément donc de diffuser, de mieux diffuser le savoir à l'intérieur de l'entreprise. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'homme et pour nous une entreprise c'est déjà les hommes qui la constituent. Le fait de pouvoir permettre à chacun qui a une expertise, qui a un savoir-faire, de pouvoir le partager, de pouvoir le transmettre au sein même d'une entité, d'une entreprise, d'un groupe, c'est quelque chose qui pour nous est primordial pour l'avancée de l'entreprise. D'une part parce qu'on va leur permettre de pouvoir les valoriser, de pouvoir identifier certains experts, certaines personnes qui ont un vrai savoir. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée du côté des États-Unis où on parle d'une règle des 70-20-10. C'est le partage en gros de connaissances dans une entreprise. 10% se font via des formations qu'on connaît tous, assis dans une salle et où on a un sachant qui nous explique comment faire. Il y a 20% c'est du networking, donc ça peut être une machine à café, mais entre 2 personnes où finalement rien ne se passe. Et il y a 70% de ce savoir-là qui est un savoir informel, c'est-à-dire qui est dans la tête des personnes, mais qui n'a jamais été identifié. Et donc le but aujourd'hui, et là je prêche pour ma paroisse, mais SpeechMe, c'est d'aller justement capturer ce savoir-faire-là, d'aller chercher justement le savoir de chacune des personnes pour pouvoir d'une part faire monter en compétence d'autres personnes et puis en même temps pouvoir aussi garder ce savoir dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple et vous allez tout de suite comprendre, mais une personne dont ça fait 40 ans qu'il travaille dans la même entreprise, qui va partir à la retraite, part avec un vrai savoir-faire, avec un vrai savoir, et aujourd'hui, c'est comment faire pour le diffuser et le partager auprès des autres. Alors justement, comment on fait ? Justement, on lui permet, justement, grâce à nous, on a développé une solution. C'est une solution web, digitale. Nous, on est une petite start-up. Mais on a travaillé sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on a créé un outil qui permet à tout à chacun de pouvoir créer ses propres contenus. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui notre client historique qui est Airbus, on a eu la chance de pouvoir convaincre Airbus, c'est les compagnons qui ont réalisé leur premier speech, on appelle ça des speeches, nous, pour pouvoir bien ancrer la marque de SpeechMe. Donc ils ont créé leur premier speech sur des cas très, très important pour eux qui avait pour but et en jeu le coût de non-qualité. Un coût de non-qualité pour une entreprise, comme le nom l'indique, ça vaut des euros. Et comment faire pour pouvoir transmettre ce savoir-là ? Donc ils avaient fait des formations présentielles. Formation, ça n'avait pas forcément bien fonctionné. Ils avaient fait des vidéos un peu marketing. C'est pareil, ça ne parle pas. Alors que quand c'est des personnes qui parlent à d'autres personnes de la même ligne finalement, les gens s'identifient plus, sont plus réceptifs et le résultat qu'ils ont eu, c'est 76% de coûts de non-qualité en moins en 1 mois de diffusion. Donc ça veut dire que en fait, vous arrivez avec votre matériel, vous les faites parler, vous les faites raconter ce qu'ils souhaitent transmettre comme message, et ensuite la vidéo est en accès libre dans le cadre d'un réseau interne, enfin comment... Voilà. Alors nous on a une solution qui est une solution SaaS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
du web. Finalement, il faut un login, un mot de passe. Et en fonction des sécurités après de chaque entreprise, on gère la manière de pouvoir le diffuser. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est identifier un projet, identifier un expert qui va pouvoir justement parler de ce projet-là. Généralement, les experts, ce n'est pas les personnes qui sont toujours les plus pédagogues, qui sont toujours les plus... et puis, quand on travaille, on n'explique pas forcément tout ce qu'on fait. Quand je prends une perceuse et que je perce un trou, je ne dis pas j'ai pris une perceuse. Donc on leur donne toutes les bonnes pratiques pour pouvoir le faire, toutes les petits tips qui existent pour pouvoir expliquer correctement son geste. Ça se fait vraiment de manière très très simple, très informelle. Et puis derrière, on les laisse faire et ils le font avec... alors nous, on utilise beaucoup soit des lunettes caméra, soit des GoPro. Ça a l'avantage d'avoir les mains libres et de pouvoir expliquer en même temps son geste. Et puis, on a un autre avantage, c'est d'avoir une vue immersive du geste technique lorsqu'on parle de geste métier ou de geste technique. Et c'est vrai que là, il y a une efficience au niveau de ce que l'on veut montrer, ou en tout cas, on peut refaire par mimétisme pour les personnes qui auraient plus de mal à comprendre des schémas, à comprendre des mots, à comprendre... Voilà. Et ça va beaucoup plus vite au niveau de l'efficience. Et donc, ensuite, on les laisse créer leur propre speech sur la plateforme et puis ils peuvent les diffuser directement à l'ensemble de leur entreprise. Très bien, c'est quelque chose qui est en plus qui a la chance de pouvoir être adaptable à n'importe quelle entreprise, parce que j'imagine que dans toutes les entreprises il y a ce besoin de transmettre du savoir, de faire du knowledge, mais avec des moyens d'aujourd'hui, et puis effectivement de promouvoir aussi et de pérenniser aussi des acquis. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui quittent l'entreprise, qui partent à la retraite, et c'est souvent du savoir qui s'en va. Et là, c'est un bon moyen de conserver ce savoir et cet acquis dans l'entreprise. Alors, Blaise Simba, vous faites un métier formidable. Vous êtes logisticien dans un hôpital. Alors là aussi, il y a beaucoup d'humains. Bien sûr, le malade, d'abord, pour commencer, qui est au centre du dispositif. On dit le patient. Le patient. Dans les cliniques, on dit le client, mais d'accord. Et vous, donc, vous travaillez aussi beaucoup avec l'humain, puisque en fait, la logistique dans un hôpital, c'est beaucoup de manutention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que votre métier de logisticien dans un hôpital au quotidien ? Donc, on est fonction support aux soins, un cœur de métier. Et donc, aujourd'hui, il est accepté dans les établissements sanitaires que la logistique contribue à la qualité des soins, ce qui n'était pas gagné il y a encore une vingtaine d'années. Donc, en tant que tel, notre métier consiste à faire en sorte que, classiquement, le bon produit qui serve à la bonne pathologie à identifier par les médecins, le bon produit arrive au bon moment, dans les bonnes quantités, au bon endroit. L'erreur, vous savez que l'erreur médicale et l'erreur de produit peut avoir un impact très négatif sur un process, pas toujours avec la vie du patient qui soit engagé, mais bon, ça peut avoir des conséquences. Donc, par rapport à ça, on a un univers très normé, réglementé. Donc, on a vraiment des protocoles d'approvisionnement qui doivent être très professionnalisés. Donc, notre métier de logisticien d'hôpitaux, c'est de faire en sorte que non seulement ces exigences-là soient atteintes, mais dans un cadre où tout est protocolé avec des modes opératoires, des modes dégradés, pour qu'on puisse apporter notre contribution à une activité qui, il faut le rappeler, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en continu. Alors, dans un hôpital, la logistique est partout. Bien sûr, elle est autour du patient, mais c'est aussi de la lingerie, c'est de la buanderie, c'est de la distribution des repas, c'est l'évacuation des déchets hospitaliers, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de flux. Des fois qu'il ne faut pas qu'ils se croisent d'ailleurs, parce qu'il y a des problèmes sanitaires aussi qui se posent. Comment tout ça fonctionne, et vous, quel est votre rôle pour justement optimiser ces flux à l'intérieur de l'établissement ? Contrairement à ce qu'a dit Madame la DRH, nous, on a vraiment un rôle d'expertise qui est reconnu et on est positionné en tant que tel, puisque la logistique n'est pas un métier qui fait partie de la nomenclature des métiers de la fonction publique hospitalière. Donc, ils recrutent des logisticiens auprès des boîtes privées. Moi, je viens de la grande distribution. Notre rôle, c'est vraiment d'amener l'expertise des secteurs les plus matures dans le domaine et d'ouvrir des partenariats. Il y a GS1 qui va venir tout à l'heure, il y a l'ASLOG, l'Association des logisticiens, et donc nous on s'ouvre auprès des industriels, s'il y en a dans la salle, qui ont porté la logistique à un niveau plus élevé que chez nous pour benchmarker.
Donc après, on ramène ces bonnes idées chez nous en les adaptant bien sûr à nos contraintes budgétaires. Un exemple simple, monsieur qui est à ma gauche, GoBio, c'est une activité que j'ai découvert aussi par le biais du réseau. On est donc sur la réduction des TMS. Il faut savoir que quand vous signez dans un hôpital avec le statut de fonctionnaire, vous signez pour 40 ans. Les passerelles entre les métiers logistiques et les métiers de soins étant très rares, on garde l'agent pendant 40 ans. Sur des métiers répétitifs avec beaucoup de manutention. Vous avez parlé de la restauration. On a la plus grande cuisine du département, 10 000 repas jour. On a la plus grande blanchisserie du département, 15 tonnes de linge traité. On a une flotte de véhicules très importante. Donc, on a une activité de cueillette de picking. On a 800 clients à livrer chaque jour. Donc, sur tous ces métiers-là, il nous faut accompagner nos agents donc, par des équipements. Il nous faut à chaque fois répondre aux contraintes budgétaires, donc faire plus avec les mêmes moyens. Donc ça, tout le monde connaît cette contrainte-là. Donc l'apport que nous apportons en termes d'équipement ou en termes de réorganisation. Par exemple, je travaille beaucoup actuellement sur la généralisation d'un flux tendu autant que faire se peut pour ne plus livrer les services à la quinzaine ou à la semaine, pour une raison toute simple, les surfaces allouées au stockage sont réduites au bénéfice de surfaces patients, puisque c'est le patient qui nous ramène de l'argent. Je le dis prosaïquement, mais c'est ni plus ni moins que ça. Bonjour, chers clients. Donc, nous, on a énormément à faire donc, sur ce domaine-là. Et dans la grande distribution, moi, quand j'y étais, on a vécu la loi Royer qui interdisait le déploiement des surfaces de vente. Et donc, on avait travaillé sur les surfaces de stockage pour les rendre en surface de linéaire, et le stock était dans les camions. Donc, vous voyez, par exemple, cette expérience, nous l'avons ramenée dans les CHU. Donc, vraiment un rôle d'expertise, benchmarker tout ce qu'il y a. Et puis, chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'entre tous ces flux, prioriser, bien sûr, avec les donneurs d'ordre que sont les services soignants, la pharmacie, pour que ça soit bien rodé. Alors, pour qu'on comprenne bien les enjeux, moi j'ai un chiffre en tête, je ne sais pas si c'est un chiffre que vous avez aussi ou que vous partagez, c'est que 70% du temps passé par les soignants dans un hôpital sont consacrés à des tâches autres qu'auprès du patient. Donc ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de logistique et de tâches des fois qui pourraient être faites peut-être. Alors là pour le coup par de l'automatisation, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui pourraient justement permettre plus d'efficience au personnel soignant. Oui, la cause de ces 70%, c'est que généralement la logistique s'arrête à l'apport des services de soins. Nous avons un point de livraison qui en l'occurrence chez nous est Côte-Barret. Donc un dossier s'ouvre quand la commande arrive, puisque tout est dématérialisé. On prépare et jusqu'à la livraison du point de distribution, on flash, on dit qu'on a livré, mais on a livré un point de distribution. Et ce n'est qu'après que les services de soins prennent les contenants vides et rangent les contenus. Et effectivement, là, commencent des activités logistiques. Donc vous avez raison, cette stat, elle est réelle. Et c'est du personnel, alors c'est des aides-soignantes ou des infirmières. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui se mettent en place, il y a tout un travail là-dessus, pour que toutes ces activités logistiques soient concentrées sur un profil logistique qui n'appartienne plus au personnel soignant, mais qui soit rattaché au personnel logistique. Aujourd'hui, nous avons le métier de référent logistique. Donc c'est la personne qui va concentrer toutes les commandes, les réceptions, le rangement et la mise à disposition dans les salles de soins. Et ça, c'est une véritable révolution. Et donc, c'est des soignants qui basculent côté logistique pour effectivement, comment dirais-je, dégager le maximum de temps pour les patients. Alors, l'automatisation, on en parlait tout à l'heure, l'hôpital a déjà automatisé par le passé, je pense aux tortues par exemple qui acheminaient des matériels, des produits, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, vous avez ça dans les cartons, est-ce que c'est un projet aussi auquel vous pensez ? Les deux à la fois, on a des réalisations. Je ne parle même pas du domaine médical, où on est à la pointe du progrès technique et technologique, mais dans la logistique, oui, on a aujourd'hui des tours verticales de préparation où le produit arrive à ce qu'on a, nous, la société Cardex par exemple,
ou sur un travail posté, vous avez les produits qui viennent vers le préparateur. On a un robot de distribution, de préparation et de distribution du médicament qui fait le travail de 8 personnes. Et qui permettent aussi de sécuriser, parce que j'avais aussi entendu dire que comment les erreurs dans la distribution des médicaments, lorsque c'était un travail humain, étaient des fois... poser des fois problème. Enfin, il y a souvent des. Oui. Donc l'automatisation permet aussi de sécuriser en quelque sorte aussi et de fiabiliser la distribution du médicament. Non, oui, parce que c'est très structurant. C'est très structurant. Et puis derrière, effectivement, aujourd'hui, si vous parlez du médicament, tous les médicaments aujourd'hui sont dotés d'un data matrix, donc un code barre depuis le 1er janvier, je crois, 2016, qui transporte de l'information. Nous n'étions pas capables à l'époque de lire cette information. C'est-à-dire que les fournisseurs nous mettaient à disposition des informations de traçabilité, mais nous n'en étions pas équipés. Donc aujourd'hui, avec l'automatisation, notamment avec ces équipements, nous sommes capables de capter cette information, de l'héberger et de l'emmener sur tout le circuit logistique pour pouvoir retrouver soit un dispositif implantable ou un médicament qu'il faille retirer ou qui pose problème. Donc, on est structuré au CHU de Nantes avec une cellule prévention des risques professionnels animée par une ergothérapeute et une cadre de santé. Nous avons les médecins du travail. Sur chaque filière métier, nous avons des référents TMS qui se réunissent tous les 3 mois, qui nous remontent, parce qu'il y a un comité de pilotage qui nous remonte les problématiques liées au métier. Et derrière, dans les réponses à apporter, il y a à la fois la technologie, il y a aussi la réorganisation tout simplement des organisations de travail. Donc nous, la technologie, on y est d'autant plus qu'on a, vous le savez pour les Nantais, s'il y en a dans la salle, et j'imagine que vous êtes en majorité, on a le nouvel hôpital qui sortira en 2026. Et cet hôpital-là, est vraiment ciblé comme étant un hôpital numérique qui doit intégrer toutes les technologies possibles et même imaginables pour réduire la pénibilité. Il y a même des métiers qui vont disparaître, des métiers de manutention qui vont disparaître parce que le flux sera vraiment tout automatisé. Mais ça nécessite un accompagnement, comme vous le disiez, des formations pour les nouveaux métiers, puisque comme nous les gardons 40 ans, nos agents, nous n'allons pas les virer. Donc, je le regrette. Et la mutation, non, c'est une blague. Hein. C'est enregistré. Non, mais bon, il y a une mutation, un accompagnement à la formation et c'est un challenge très, 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 très intéressant. Il y avait le drone qui circulait aujourd'hui, là. On l'a fait circuler. Demain, on va utiliser les drones, notamment pour la livraison des poches de sang. C'est en test au CHU de Bordeaux. C'est un métier demain qu'on peut internaliser, nous. Avoir des pilotes de drones. On peut complètement l'imaginer, ne pas sous-traiter. Vous parliez des tortues. Dans beaucoup d'établissements, les tortues, donc les engins guidés automatiquement, sont, entre guillemets, entre les mains du fournisseur, le fabricant, qui fait tourner comme à Pompidou, tout ça. Nous, à Nantes, c'est une opportunité pour faire monter en compétence des agents qui pourront non seulement gérer les tortues au quotidien, mais également faire des maintenances de premier niveau. Ce qui donc accroît leur possibilité d'avancer en grade, puisqu'on fait une fiche de métier. À ces fiches de métier correspond un savoir-faire, à ce savoir-faire, une rémunération, et donc c'est une émulation. Merci. Alors, on parlait de pénibilité. Gobio, vous, c'est aussi votre métier de soulager la pénibilité. Alors, vous ne faites pas des robots, mais par contre, vous faites des équipements qui permettent de soulager l'homme au travail. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Tout à fait. Je vais faire une petite transition avec ce que vient de nous dire Blaise Nsimba. 40% des métiers actuels n'existeront plus en 2025 ou seront remplacés par des robots. C'est un chiffre de l'INRS dans un rapport qui s'appelle RAP 2030. RAP, c'est les robots d'assistance physique. Je vais également faire une petite réponse à l'introduction que j'ai trouvée brillante tout à l'heure. Souvent, effectivement, quand on parle d'exosquelettes avec des ergonomes, les ergonomes nous répondent il est hors de question d'adapter l'homme au travail. Il faut adapter le travail à l'homme. Je vais vous donner 2 exemples. On travaille avec une société que vous connaissez peut-être qui fait circuler des trains sur des rails et qui transporte des gens. Il y a des opérations de maintenance à faire sur ces rails, notamment du meulage, des aiguillages, le meulage des aiguillages, etc. On leur a demandé d'adapter le poste de travail. On a dit est-ce qu'on ne pourrait pas le surélever de quelques mètres ? Ils nous ont répondu que ce n'était pas possible.
Nous, on intervient justement dans ces cas-là quand c'est pas possible. J'ai croisé quelques amis de chez Alstom là-bas qui ont des personnes qui font du soudage dans des parties où ils sont très confinés. Je leur ai demandé s'ils pouvaient retourner les trains ou les mettre à hauteur. Ils m'ont répondu que c'était pas possible. Nous, on intervient justement quand c'est pas possible, quand on peut pas faire autrement, quand on peut pas automatiser, quand on peut pas mettre un robot, quand on peut pas adapter le poste de travail. Alors, est-ce que à ce moment-là seulement, on peut adapter l'homme au travail et donc lui mettre un exosquelette ou lui mettre un dispositif d'assistance tel que un bras manipulateur, un robot collaboratif, donc un cobo. Donc la cobotique, c'est le mélange entre la robotique et la collaboration. C'est imaginer un petit peu le robot industriel qui sort de ses cages pour venir travailler en collaboration avec la personne. C'est l'ouvrier de l'opérateur. Voilà un petit peu nous la philosophie et comment est-ce qu'on se positionne. Donc pour ça, on fait différents dispositifs. On aime bien dire à chaque pénibilité son exosquelette. Quand on doit garder des personnes pendant 40 ans, comment est-ce qu'on peut faire pour garder ces personnes-là en bonne santé toutes les semaines, toutes les années, et ce pendant 40 ans. Voilà un petit peu comment on se positionne. Donc vous avez probablement vu, certains d'entre vous, les différents exosquelettes qu'on a. Alors nous, on a distingué exosquelette de l'ergosquelette. Ergosquelette, on est plutôt sur la correction des postures pénibles, la prévention des troubles musculo-squelettiques, tandis qu'on va plutôt considérer que l'exosquelette va être quelque chose qui va servir à porter des charges lourdes, où on va commencer à servir la personne à un dispositif. On est moins sur ces sujets-là. Et finalement, vos clients, c'est tout secteur confondu. Enfin, ça peut être des gens de la grande distribution, comme dans le domaine hospitalier, des gens qui portent les malades. Enfin, c'est. Alors, qui a des problèmes de dos ? Normalement, j'ai une ou deux mains qui se lèvent pas, mais bon, là c'est l'inverse. On a tous les métiers. Moi, j'ai la chance de pouvoir être le matin chez des ostréiculteurs, aller tourner des poches dans la baie de Sarzeau en plein soleil, d'être en hiver dans des fonderies parce que ça réchauffe, d'aller faire des visites dans des hôpitaux, dans les blanchisseries du CHU de Nantes où on a des opératrices qui font 50 kilos et qui portent 15 tonnes par jour avec des ballotins de 15 à 25 kilos, si je me trompe pas. Voilà, on a tout secteur confondu, de naval à Alstom, à l'automobile, à l'aéronautique. On a croisé également Daher, qui est un de nos plus beaux clients, s'il faut balancer quelques sociétés. J'ai cité la SNCF, enfin tout secteur confondu. Dès qu'on a des métiers qui sont pénibles, alors on a parlé du compte pénibilité qui est une usine à gaz, mais qui nous a effectivement donné des arguments commerciaux. Et on a des métiers pénibles, on a des personnes qui sont en cote rouge. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution là, tout de suite, maintenant, même si l'INRS nous dit que peut-être porter un exosquelette, c'est pas l'avenir. Je discutais il y a 2 jours avec la médecin du travail de Naval à Cherbourg, qui travaille avec l'hôpital Cochin, qui nous disait mais nous on va pas attendre de faire des évaluations pour savoir faire des électromyogrammes, voir si effectivement l'activité musculaire est réduite, et donc on peut considérer que dans le compte pénibilité on passe de rouge à orange. Ils ont dit, nous, on sait qu'il y a des dispositifs, on a prouvé l'utilité du système, on a montré l'acceptabilité des opérateurs, et ben on y va. Et dans 1 an ou 2, on fera des analyses pour voir où est-ce qu'on en est. Mais si on ne commence pas, on ne va pas pouvoir y aller. On parlait de mettre toutes les technologies qui existent aujourd'hui, maintenant, et puis après, on triera. Je vous donne un exemple. J'étais il y a 3 semaines à donner un colloque à Bordeaux sur le Silver Economy avec Alain Juppé. C'est presque une blague. Il y avait également Joël de Ronet. Bon, et on parlait justement de comment les nouvelles innovations ont fait en sorte que ce qu'on utilise aujourd'hui est fonctionnel. Il y a un des participants qui disait mais il y a quelques années on faisait des saignées aux gens et on trouvait ça formidable. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on fait des saignées dans les hôpitaux ? Je suis pas convaincu. Bon. Voilà. Ce que vous avez là, c'est quoi là ? Ça sert Alors, en fait, je voulais finir à côté d'un sociologue parce que j'avais encore jamais fait ça. Donc, et comme les fauteuils sont un petit peu lourds et que je travaille sur la réduction de la pénibilité, je porte une chaise virtuelle mobile à hauteur variable, donc qui peut me permettre d'être plutôt à hauteur ou d'être plutôt un peu plus élevé. Alors, on a des applications, mais on pourra en reparler un peu plus tard, des applications où j'ai besoin de travailler autour d'une pièce complexe, faire des opérations, des bavurages tout autour. Voilà, où on va plutôt observer que les personnes vont se pencher en avant pour être proche de leur poste de travail. Nous, avec l'œil ergo, on va plutôt conseiller de plier les jambes pour se mettre à hauteur, sauf que c'est pas naturel. Donc là, avec l'exosquelette, je viens effectivement modifier le comportement et la gestuelle de la personne, mais dans le but de faire en sorte que la position qui était pénible avant soit supprimée ou corrigée.
Voilà. Alors, tous nos exosquelettes sont aujourd'hui entièrement mécaniques, fonctionnent sur la biomécanique justement du corps. Je présentais tout à l'heure un dispositif qui protège le dos et qui va vous inciter à faire ce que les kinés vous demandent de faire en gestes et postures. Ça s'appelle bloquer le bassin. Vous savez, on dit à tout le monde bloquer le bassin, plier les jambes et garder le dos droit. On n'arrive pas à le faire. Bah oui, déjà tout à l'heure j'ai fait essayer quelques personnes, je leur ai dit bon, contractez les abdos, mettez les fesses en arrière, bombez le torse et pliez les jambes en gardant le dos droit. Bon, certains, il leur a fallu 4, 5, 6, 7 reprises différentes avant d'y arriver. L'exosquelette que j'ai fait essayer aux personnes va les inciter biomécaniquement justement à faire le bon geste et à avoir la bonne posture. Voilà. Et c'est remboursé par la sécurité sociale ? Presque. Alors on y travaille. Blague à part, les petites sociétés ou les sociétés moyennes peuvent bénéficier d'aide de la CARSAT. Je parlais d'ostréiculteurs ou de métiers plus agricoles. La MSA est un partenaire important pour nous. Ils financent, voilà, pour dire les choses clairement. On est sur des cas où on maintient des personnes dans l'emploi. On est soutenu par les AGFIP ou les SAMET, qui sont les organismes qui permettent justement de maintenir les gens dans l'emploi. Donc voilà. Certains dispositifs que j'ai présentés tout à l'heure sont normalisés, donc CE, sous la catégorie dispositif médical. Voilà. Je ne suis pas médecin. Bon, on est loin évidemment d'avoir épuisé le sujet, mais si vous avez des questions, alors même chose, vous levez la main, et puis, mais certainement qu'il y a des questions dans la salle. Je vais même pouvoir faire le micro, puisque je suis muni d'une chaise mobile voilà. À hauteur variable. Donc, alors, qui souhaite avoir un exosquelette près de lui? Allez, qui se dévoue? Il n'y a pas de question sur la pénibilité, sur l'homme au cœur. Alors je vais répondre à une question qu'on n'a pas posée. Des enjeux de l'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de l'homme augmenté. J'aime bien faire la distinction. J'ai fait la distinction entre l'exosquelette et l'ergosquelette. Là, on est plutôt sur un ergosquelette. On fait la distinction, nous, entre l'homme augmenté et l'exosquelette. Et vous en avez parlé, pas sous ces mots-là, mais l'homme secondé ou l'homme préservé. Nous, c'est des concepts autour desquels on travaille beaucoup. J'ai une tâche pénible, j'ai besoin de faire des opérations ici. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui met à hauteur en premier lieu? Et sinon, si j'ai besoin de porter un outil, est-ce que la valeur ajoutée de la personne, elle est à faire son perçage ou son ébavurage ou à faire son métier? On n'a pas besoin que la personne elle porte une charge lourde. On a besoin qu'elle soit précise dans son mouvement. Là, on va plutôt parler d'homme préservé ou d'homme secondé. Et c'est aussi la vocation de Gobio. Merci pour cette question. Pascal Huguetto, les témoignages qu'on a entendus rejoignent un petit peu votre présentation. Enfin, je crois que ça illustre assez bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je pense que vraiment la question, il y a une double question qui est soulevée, hein, une question de conduite du changement que vous avez illustrée, hein, qui consiste à partir des appréhensions qui peuvent, des inquiétudes qui peuvent exister, et qui sont surtout envisagées sur le plan de l'emploi, pour faire de ça une occasion en fait de réfléchir sur le travail et à l'avenir du travail et des choix qui sont à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de très classique, c'est que la technologie ne détermine rien en soi, mais donne lieu à un certain éventail, pas toujours large, mais un certain éventail de possibilités en termes on a eu l'occasion de l'évoquer, hein, de définition du périmètre des postes plus ou moins large, par exemple. Donc il y a un pur aspect de conduite du changement. Après, donc il y a vraiment la question de la façon dont on requiert l'intelligence des situations, la capacité des opérateurs, mais aussi d'une équipe entière à analyser les situations, se transmettre, comme vous le disiez, des connaissances qui sont parfois tacites, difficiles à exprimer, et de quel dispositif donc, on s'équipe pour faire ce genre de choses. Ça nécessite vraiment de partir de l'idée que chacune de ces activités, même quand elle paraît extrêmement simple, en fait, passe forcément par de la réflexivité, et qu'il n'y a pas d'opérateur qui exécute mécaniquement son travail, et il faut partir de la compréhension de ça.
Oui. Mais quand on parle de la supply chain du futur, on a quand même du mal, hein, on voit à se projeter, hein, dans les 5-10 ans. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 40% des emplois qui allaient disparaître, mais on a vraiment quand même du mal à l'imaginer, quoi. On se dit, mais voilà, est-ce que je suis concerné? Voilà, qu'est-ce qui va vraiment changer dans les 5-10 ans à venir, quoi. Pour un sociologue, ça doit être aussi assez dur à appréhender, parce que finalement, ce futur qui est presque un futur immédiat, hein, contient encore aujourd'hui beaucoup d'inconnus. Oui, beaucoup d'inconnus. C'est très difficile de pronostiquer quoi que ce soit, d'autant plus que là aussi on l'illustre, c'est que on est sur des changements qui viennent aussi de l'extérieur. Une partie des gens qui composent ce public ou qui interviennent sont des concepteurs de solutions qui en fait vont appliquer au domaine de la supply chain des solutions technologiques qui ne sont pas au départ spécifiquement pensées pour la supply chain. Et par conséquent, c'est un jeu d'acteurs qui introduit encore plus d'imprévisibilité, de possibilités donc de façonner, on voit bien la floraison de propositions venues de différentes startups par exemple, qui font que on fait nécessairement son marché dans quelque chose d'assez pléthorique, hein. Et ça renforce le côté indéterminé mais par conséquent, des entreprises qui n'ont pas une réflexion précise sur finalement quels sont les buts qu'elles poursuivent, qu'est-ce qu'elles cherchent réellement à faire au plan économique, quelle est la place du travail dans tout ça, c'est pas la solution technologique qui va leur apporter la réponse. La solution technologique, elle va simplement les mettre au pied du mur de devoir trancher sur différentes utilisations possibles du travail dans ces situations-là. Très bien. Écoutez, en tous les cas, un grand merci pour votre participation et votre éclairage.